L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tengaï et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Également, dans mon travail, même au journal et également jour à jour en photo commerciale, c'est de voir plus loin. L'idée du commerce équitable, en réalité, c'est vraiment une forme d'émancipation des communautés, des entrepreneurs, des communautés, éventuellement peut-être de ces pays-là aussi à plus large échelle, à travers le commerce. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs de la société d'accueil et des entrepreneurs issus de l'immigration. Aujourd'hui, nous rencontrons Christian Guillot, mais allons tout d'abord à la rencontre de Grant Siméon. Bonjour Grant. Bonjour. Heureuse de vous rencontrer. Oui, un plaisir, oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat et à la photographie? Comme j'avais après l'université, j'avais fait mes études à l'université et ensuite après, j'ai décidé de trouver un emploi d'été. Et j'ai eu une occasion d'être engagé à un journal quotidien et j'ai passé plusieurs mois qui étaient très agréables. Mais après 9 mois, j'ai réalisé que j'avais été aussi loin que je pouvais aller. J'ai décidé de quitter et aller à Montréal et passer un autre 2 ans à étudier en la photo commerciale. Également, après 2 ans, j'ai reçu une demande de revenir ici en Sherbrooke pour prendre le relève de le département de la photo, où j'ai travaillé jusqu'en 1995. Rendu en 1995, j'avais pris la décision de quitter le journal et de trouver un local et rembarquer à 100% dans mon temps comme photographe commercial. Et votre parcours professionnel est en lien avec les études que vous aviez faites ici à Sherbrooke? Je dirais que qu'est-ce que j'ai étudié et le support qu'elle m'a apporté dans mon vie professionnelle, également au journal et dans la vie commerciale, c'est sûr que j'utilise tout ce que j'ai appris à l'université dans une fondation de mon travail de jour à jour. C'était quoi exactement votre formation? Moi, j'ai fait une bac en théâtre avec en anglais, on dit un honors degree en stage management. Tout ce qui était relié le côté technique de la théâtre, et également la structure de la planification des pièces de théâtre et gérer le théâtre comme tel. Et également le côté artistique et créatif que nous avons fait quand même dans les cours de lecture. Puis les décors, probablement aussi? Oui. J'avais pris plusieurs cours de corps d'éclairage, de scène et tout. J'avoue que si j'avais à faire gagner ma vie comme designer de scène, je pense pas que j'aurais bien réussi selon mon prof. Et quand vous avez démarré, le point positif, c'est que vous aviez une clientèle que vous développiez tranquillement. Et quand vous êtes à votre compte entièrement à 100%, il y a quand même cette clientèle qui a suivi. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis que vous avez eus ou c'était assez simple parce que la clientèle était déjà là? Les défis que moi j'avais vécus, c'est que tout d'un coup, j'avais pas nécessairement le salaire qui rentrait du journal pour supporter les périodes noires. Par contre, versus d'être payé pour 40 heures, j'étais payé pour 10 et je faisais 100. Et ça a pris du temps avant qu'on pouvait retourner le cadran pour arriver
être rentabilité dans le tout. Et dans ces moments-là, c'est quoi qui nous aide comme entrepreneurs à tenir debout? Quand on vit des périodes noires comme ça ou des périodes creuses où le salaire n'est pas encore très stable, comment on fait pour s'en sortir ou pour tenir le coup? Mais moi, mon éducation, quand j'étais très jeune, c'est en voyant mes parents qui avaient leur propre magasin. Et de voir que quand les temps sont plus tranquilles, c'est là qu'on vous travaille encore plus fort. Et quand c'est occupé, vous travaillez encore plus fort. So, quand les périodes de noirceur, on dirait, là, c'est de dire, pour chaque minute, il faut que je sois actif et il faut que je sois en train de développer. Développer le côté administratif pour que je puisse avoir ce 10% de temps de travail. So, quand c'était tranquille, j'ai travaillé juste plus fort. Et à quel moment vous avez pris vraiment conscience de votre valeur en tant que photographe? Entre autres, c'est que de comprendre la valeur de quelque chose, c'est qu'on voit le retour pour nos clients. Et de bien comprendre que qu'est-ce que nous, on fabrique pour nos clients a une valeur qui remporte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser qu'est-ce que je fais. Right? Je ne suis pas juste uniquement une personne qui fait une image et that's it, that's all, mais de dire, je recomprends qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça va représenter et c'est quoi la valeur dans mon travail. Et je ne me suis jamais dit que mon travail devrait être moins que ce que c'est. C'est quoi disons, le meilleur conseil que vous pouvez donner à un entrepreneur ou des entrepreneurs qui démarrent, disons, aujourd'hui, là, comment ils peuvent faire pour se démarquer, comment ils peuvent faire pour perdurer en affaires? Mais, premièrement, je dirais, écrivez tout de suite 90-10. OK? Ça, c'est vraiment le point de départ. Si vous comprenez ça, right, c'est une bonne façon de commencer. Parce que si vous n'êtes pas habile dans la côté administration, développement, etc., c'est que tu peux avoir le plus de talent, tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu n'as pas de façon de gérer vos affaires, c'est que tu n'arriveras jamais à vendre ton produit. C'est ça le 90. Le 90, c'est tout le côté administratif. C'est exactement. C'est 10% de photos. Je dirais que moi, quand j'ai un projet, je vais travailler 90% de mon temps à développer pour être sûr que l'infrastructure est en place puis tout est géré comme il faut. Fournisseur, matériel, etc. Quand je rentre en shooting, c'est juste 10%. Là, je peux concentrer vraiment sur mon 10%. C'est bizarre à dire, mais mon 10%, c'est 100%. Deuxième chose, c'est que essaie pas de tout faire. Essaie pas de tout faire. Il y a des entreprises qui disent, nous, on est spécialisés dans ça. Mais tout d'un coup, ils achètent un morceau d'équipement, puis ils disent, mais là, on va brancher dans ce domaine-là. C'est good, c'est bon d'avoir l'expansion, mais tu ne peux pas être bon partout. Et au moment que vous produisez un produit inférieur, votre réputation est détruite. Donc, si je comprends bien, il faut se positionner, il faut trouver sa niche aussi pour essayer de se spécialiser et que les gens nous reconnaissent à travers cette niche-là. Bien, exactement. Bon, moi, je suis photographe commercial. Moi, j'ai un département de design. Je ne suis pas un designer. Right? Je ne suis pas un graphiste. J'engage des graphistes. Je travaille avec des experts dans le domaine. Quand moi, mes clients viennent ici, puis on développe une idée, l'expertise, c'est de quelqu'un d'autre pour supporter, moi, mon travail également. Right? Ben, excellent. Je pense que c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Grant. Et on se retrouve avec d'autres entrepreneurs. Merci, mademoiselle. Et mademoiselle. Le moment est arrivé de rencontrer notre second entrepreneur, Christian Guillot. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, vous êtes entrepreneur. Votre entreprise s'appelle Humano.
Qu'est-ce que c'est Humano? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Humano, c'est une entreprise qui existe depuis pas encore très longtemps, là, environ 3 ans, qui est spécialisée dans le commerce équitable. Donc, je suis en fait un importateur et distributeur de produits biologiques et équitables. C'est quoi la différence de ce domaine-là par rapport aux produits qu'on peut retrouver dans n'importe quel type de magasin? D'accord. Bon, en fait, le commerce équitable, au départ, en fait, c'est un commerce qui concerne, pour l'instant, il y aura peut-être une extension avec d'autres types de pays, mais qui concerne essentiellement les pays dits du tiers-monde ou en voie de développement, donc les pays d'Afrique, les pays d'Asie du Sud, les pays d'Amérique latine. Donc ce sont aussi des produits donc, qui poussent dans ces pays-là. Essentiellement, on parle donc de café, de cacao, de thé, de sucre. Et est-ce que c'est d'épices, facile de dire, OK, je vais chercher mes produits autrement dans d'autres pays, c'est l'autre côté de l'océan. Donc, est-ce que c'est facile d'approcher les personnes là-bas pour pouvoir devenir distributeur? Je dirais qu'il y a il y a plusieurs méthodes, il y en a sans doute plus que deux. Déjà, on peut prendre des contacts maintenant, je veux dire, avec les réseaux sociaux, Internet, etc. Il y a des fournisseurs que je n'ai pas encore vus physiquement, mais avec qui j'échange par Internet, par différents moyens. Et ensuite, il y a des fournisseurs, effectivement, que j'ai choisi d'aller directement rencontrer parce que je cherchais vraiment quelque chose de très spécifique. Puis, un produit qu'on ne trouve pas encore actuellement sur notre marché, effectivement, là, ça nécessite d'aller se déplacer, d'aller sur place, d'aller faire un petit peu de prospection. Okay. Mais vous mettez à contribution aussi plus d'une dizaine d'expériences dans le domaine-là, du commerce équitable? Oui, ça fait, je dirais, 20 ans en fait. Là, j'ai commencé effectivement à travailler dans ce domaine-là en France à partir du milieu des années 90 et j'ai poursuivi à mon arrivée au Québec autour de 2006 environ. Comment ça se passe, le changement de chapeau? Comment vous l'avez vécu d'employé à entrepreneur? Je dirais assez naturellement, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais en tout cas, je ne me suis pas vraiment posé la question longtemps là, de savoir quels étaient les enjeux, quels étaient... pour moi, l'essentiel, c'est ça, c'est un domaine qui me passionne, le commerce équitable. Ça fait, 20 ans au moins que ça me passionne. Donc, je vais absolument travailler dans ce secteur-là parce que j'y trouve plein de choses qui m'enrichissent et je pense qu'ils enrichissent d'autres personnes autour de moi aussi. Donc, quand j'ai l'opportunité de travailler en tant que salarié dans ce domaine-là, je vais être content de le faire. Et puis, quand il n'y a plus d'opportunités, parce que effectivement, quand j'ai travaillé pour des organismes sans but lucratif, c'est des organismes qui sont liés à des subventions, à des aides gouvernementales. Donc, les aides gouvernementales ne sont pas pérennes. Des fois, en fonction des changements politiques, il peut y avoir des bouleversements. Donc, dans les deux cas où j'étais amené effectivement à créer des entreprises, je ne l'aurais pas forcément choisi si j'avais pu garder un emploi salarié, mais il se trouve que dans les deux cas, il y avait une perte d'emploi. Okay. Mais c'est ça. Après, je me suis retourné assez rapidement en me disant, c'est ça que je sais. La perte d'emploi a précipité l'ouverture de votre entreprise. Oui. Mais toujours en vous basant sur une expertise que vous aviez. C'est pas, vous vouliez rester dans le domaine-là, donc vous en avez profité pour lancer votre... Oui, puis peut-être aussi à un certain moment, effectivement, les emplois salariés que j'ai pu avoir étaient le cadre, il y a les questions financières, mais il y a aussi, à un moment donné, le cadre m'a semblé trop étroit. Je me sentais plus assez à l'aise. Moins flexible. Dans le cadre qui était défini. Souvent, l'entrepreneur a, dans ses antécédents, certaines expériences entrepreneuriales quand ils sont jeunes ou quand ils sont adolescents, où ils vivent, l'entourage, les parents sont entrepreneurs et on voit qu'à un moment donné, la fibre entrepreneuriale chez la personne se développe tranquillement et à un moment donné, c'est ça que je veux faire. Est-ce que ça a été comme ça pour vous? Pas exactement. Je dirais que j'ai eu une petite expérience d'entreprise, effectivement, en tant que presque ado, ou en tout cas jeune adulte.
qui a été assez bref, puis pas dans un domaine, pas du tout dans le même domaine, puis qui a été, bon, j'ai appris des choses aussi, mais c'était plutôt un échec, là. En tout cas, ça m'a pas donné envie de poursuivre dans cette voie-là, cette première expérience. Après, vis-à-vis de l'entourage familial, bon, oui, mes parents sont travailleurs autonomes de profession libérale. C'est quand même assez éloigné d'une profession de commerçant ou d'entrepreneur. Mais alors, je pense que oui, ce que j'ai retenu de mes parents, c'est le goût de la liberté. Profession libérale, il y a liberté à l'intérieur de ça. C'est quoi les plus grands défis que vous avez rencontrés dans votre carrière entrepreneuriale? Oui, la recherche de financement, je dirais que ça c'est vraiment quelque chose de compliqué dans la hausse. Peut-être parce que l'expérience que j'avais accumulée sur les 20 années ne m'amenait pas à rechercher des financements. Je sais aller chercher des financements auprès de paliers gouvernementaux, remplir des demandes de subventions, des choses comme ça je sais faire. Et c'est autre chose d'aller chercher des financements auprès d'investisseurs, auprès de banques, etc. Que pensez-vous du réseautage? J'adore le réseautage, c'est nécessaire. On ne peut pas tenir une entreprise si on n'a pas effectivement, si on n'est pas entouré, si on n'a pas des contacts multiples dans différents milieux. C'est vrai que pour ma part, je suis pas forcément à l'aise dans des activités de réseautage. Pour moi, le réseautage se fait plus en interpersonnel. One-on-one, de personne à personne. Okay. Donc, une personne à la fois. Ça m'est arrivé effectivement de tester, d'aller dans des activités de réseautage. C'est ça. Peut-être que j'aurais besoin d'une méthode, d'un cours, d'un enseignement sur la question, mais j'en ai pas retiré grand-chose. Mais vous y allez avec votre manière, comment vous êtes à l'aise. Excellent. Est-ce que vous diriez à quelqu'un qui commence que de créer son réseau, c'est important, et de le maintenir, de sortir de l'entreprise assez régulièrement pour justement rencontrer des gens? Oui, non, c'est sûr, et c'est ça qui aussi, si on reparle de mon expérience de café, la première année de la compagnie Humano, comme je passais 100 heures par semaine ou presque dans mon café, bon, il y a des gens qui venaient, ça me permettait éventuellement d'avoir des contacts, de faire un minimum de réseautage, mais j'avais absolument aucun temps pour aller à l'extérieur. Développer à l'extérieur. Effectivement, je me suis rendu compte que je me suis un peu pris dans un système qui pouvait pas effectivement... Ça se passe pas toujours derrière le comptoir. C'est ça. OK. Merci de nous avoir... Ça fait plaisir. Merci. Nous allons maintenant avoir nos deux entrepreneurs, Christian Guillot et Grant Siméo. Quand on devient travailleur autonome, la famille, l'entourage, les amis ont quoi comme rôle dans les décisions qu'on prend? C'est sûr que ça prend beaucoup de soutien de votre famille et une compréhension. C'est comme j'avais mentionné tantôt, vous êtes payé pour 10, vous travaillez pour 100. La vie familiale, d'enfants, si vous avez des jeunes enfants, c'est comment diviser ton temps pour être présent dans la vie familiale, mais également de dire nos clients nous contrôlent notre horaire. J'avoue que je suis un peu gêné quand même par la question parce que dans mon cas, effectivement, ça a signifié l'éclatement en réalité de la cellule familiale. Oui, parce qu'effectivement, le soutien de l'entourage est nécessaire et que dans mon cas, il n'y avait pas le soutien de l'entourage, en tout cas de la conjointe. Donc, il fallait s'organiser aussi ça a signifié pour développer. Effectivement une séparation. Mais comment on parvient à porter son entreprise parce qu'on a une vision, même si l'entourage n'a pas la même vision que nous,
nous, on croit à notre projet et on a besoin de le porter pareil. Comment est-ce qu'on s'organise dans cette situation-là pour développer une entreprise qui est viable? Ben, on compte sur ses propres forces à ce moment-là, et puis aussi sur l'entourage, au-delà de la famille, qui peut être un entourage Parce que l'entourage, c'est amis, large. des amis, sinon des D'autres partenaires, entrepreneurs en tout aussi. cas d'autres entrepreneurs, effectivement. Donc oui, c'est ça. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas une fondation, c'est que vous êtes étiré dans un côté, vous êtes étiré dans l'autre côté, vous êtes tiré dans plusieurs côtés. Ça, ne vous mettez pas 100% de tes efforts dans une chose. Par contre, quand vous êtes avec la famille, vous êtes avec la famille 100%. So, c'est pas du quantité, c'est du qualité. Est-ce que dans votre cas, il y a eu des raisons qui ont été le déclic de votre décision de vous lancer? Ben, il y en a sûrement plusieurs. Là. Dans mon cas, je ne pourrais pas situer vraiment une personne ou un modèle en particulier, là, mais je pense que c'est tout au long de sa vie professionnelle, parce que finalement, je n'ai pas été toujours entrepreneur. J'ai passé plus de temps dans ma vie professionnelle à être salarié, mais c'est ça, il y a plusieurs modèles qui sont venus, que ce soit je dirais, de ma première vie en France ou depuis mon arrivée ici au Québec. C'est ça, je n'aurais pas une entreprise à citer en particulier, non. Comme dans toute chose, finalement, là. Et Grant? Moi, j'étais vraiment un bon employé. Quand je travaillais pour des gens, puis j'étais salarié, j'étais un bon employé. Qu'est-ce que vous entendez par bon employé? Oh, l'entreprise que je travaillais pour, ça a devenu mon entreprise à moi. D'accord, excellent. Et vous ne posez pas de questions, vous travaillez comme si cette compagnie-là ou cette entreprise-là, ça vous appartient. Chacun de vous porte une attention particulière à la qualité de son produit. Donc, mon produit, il doit être bon, il doit refléter mes valeurs, ce que moi, j'attends en fait, comment je vois la vie. Donc, pour Grant, la qualité du produit est importante. Le client doit être content. Pour Christian aussi, c'est définitivement pareil, les valeurs qu'il porte. Comment on fait en fait pour garder cette conception-là qu'on a de notre produit dans un monde où chacun fait différemment, où les choses vont vite aussi? Comment vous faites pour garder votre visuel, disons, de votre produit? Je dirais que, au point de départ, c'est que dans mon domaine, c'est quelque chose qui est créatif. Right? So, tout de suite, ça devient une extension de l'individu. Right? À partir de ça, c'est que tu dis, comme c'est une extension de moi, c'est une partie de moi qui rentre dans mon image et dans le produit, c'est que tu veux que le client soit heureux parce que c'est ton ego qui est à le jeu. On s'entend dans le domaine créatif, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'ego, ils ne sont pas dans le domaine... Ils sont pas francs. Oui, exactement. Par contre, ça, c'est le côté artistique. Mais dans le côté commercial, c'est de bien comprendre les objectifs de le besoin du client. Le client a besoin d'un trou. Comment vous faites le trou, vous avez plusieurs options. C'est de bien comprendre c'est quoi le besoin de votre trou. Qu'est-ce que c'est votre application? Et de tailler un objectif vers le besoin du client, toujours en respectant quand même une extension de votre créativité. Moi, quand j'étais étudiant en photo, pas en photo, mais en université, en théâtre, il y avait quelqu'un qui avait rentré dans le bureau du directeur de technique, puis il recherchait de la gélatine noire. OK? Et on a demandé, pourquoi de la gélatine noire? Ça, la fille qui faisait son honors thesis en design, elle dit, mais à la fin de la spectacle, je veux que quand les deux personnes sont sur scène puis on sait qu'ils sont morts, je veux allumer une lumière, mais avec un gélatine noire qui sont dans la noirceur. So, là, on dit, mais pourquoi vous uniquement fermez pas la lumière? Mais elle dit, mais on les verra pas. On utilise, est-ce que c'est comme ça que ça se déroule? On va finir avec... Oui, ben
Pour répondre à la question, je pense que, en fait, je ne sais pas comment on peut faire autrement là, que porter dans son produit ou dans ses services toute la qualité qu'on peut apporter. Mais effectivement, la perfection est difficile à obtenir, donc on progresse aussi tout le temps. On dit qu'on apprend de ses erreurs, je pense qu'on apprend aussi beaucoup de ses réussites. Là. Donc on voit aussi effectivement quand un produit a touché le client, réussi à atteindre sa cible, effectivement, là on gagne aussi en connaissance finalement, puis on essaye de prendre modèle sur ce qui a fonctionné pour progresser petit à petit. La qualité que vous portez en vous, c'est la même qualité que vous reproduisez pour les clients. Oui, mais je pense que aussi c'est vrai pour même un gros compagnie. Tu sais, c'est pas avantageux qu'un gros compagnie fabrique un produit qui est pas bon, right? I mean, il ne sera pas en business longtemps. Mais dans la petite entreprise comme les nôtres, on est vraiment à ground zero avec notre client. On sait tout de suite si le client est heureux ou pas heureux. Et tu sais, un gros compagnie peut se permettre d'avoir une mauvaise production de quelque chose. Ils vont se rattraper quelque part. Puis c'est perdu dans le gros volume. Moi, si je fais quelque chose pour toi, puis il n'est pas bien réussi, tu n'es pas heureux, puis la réputation est quand même Immédiate, exactement. Oui, parce qu'on sait qu'un client pas content va en parler beaucoup autour de lui versus un client qui est content de quelque chose, va peut-être être moins volubile pour... Bien, moi, que je suis considéré un secret bien gardé. Oui. Parce qu'on a beaucoup de clients très larges qui n'en parlent pas de nous autres. Oui. Right? Parce qu'il veut garder ça pour lui, exactement. Il veut pas que la compétition aille te chercher. Je suis une victime de mon succès. Merci beaucoup, messieurs. C'était intéressant de vous écouter et échanger. Mais merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Encore de belles rencontres aujourd'hui. Oui, Lynn, et nos entrepreneurs d'aujourd'hui nous ont appris à quel point il est important de donner le meilleur de soi pour avoir un produit de qualité. Et ceci se reflète dans la confiance en soi. Et ce qu'on remarque, c'est si différent, si pareil en affaires. Merci et à très bientôt.